Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Dans cette émission spéciale, seulement 5 ont été retenus pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Le Conseil constitutionnel a donné sa décision cet après-midi. La présidente a motivé cette décision et nous allons ce soir décrypter et commenter cette actualité de ce lundi 8 septembre. Et nous recevons justement des analystes pour en parler. Landry Couillot, bonsoir. Bonsoir, Kolo. Juriste et analyste politique. Juste à côté de lui, un confrère, Bledson Mathieu. Bonsoir, Bledson. Oui, bonsoir, docteur Kolo. Et Augustin Couillot, bonsoir. Bonsoir. Et à notre confrère pour terminer, Saint-Claver Oula. Bonsoir. Bonsoir, docteur Kolo. Alors, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau spécial de décryptage de cette décision du Conseil constitutionnel. On va d'abord regarder cet élément de Davis Oyo et on se retrouve juste après. 60 candidats à la candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2025 au départ, 5 à l'arrivée. Il s'agit du président sortant Alassane Ouattara, candidat du RHDP, l'ex-première dame Simone Ehivie Gbagbo, candidat du MGC, Jean-Luc Billon, investi sous la bannière du Congrès démocratique Code, Henriette Lagou, candidat du groupement des partenaires politiques pour la paix, GP-Paix, et Awa Dombelo, candidat indépendant. Au total, 2 femmes et 3 hommes retenus par le Conseil constitutionnel pour la conquête du fauteuil présidentiel. Dans cette liste de candidatures validées par le Conseil, on enregistre de grands absents, en l'occurrence Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi-N'Guessan, respectivement du PPACI, du PDC-RDA et du FPI. Après le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante CEI prend à nouveau le relais pour la suite du processus. La campagne électorale s'ouvre officiellement le 10 octobre pour prendre fin le 23 octobre 2025. Une période à mettre à profit par les candidats retenus et leurs équipes pour séduire le maximum d'électeurs. Alassane Ouattara, Simone Ehivie Gbagbo, Jean-Luc Billon, Henriette Lagou et Awa Dombelo, 5 candidats pour le fauteuil présidentiel. Alors, messieurs, 5 candidats. Donc, la décision du Conseil constitutionnel aujourd'hui, on commence justement par vous, le juriste et analyste politique Landry Couillot. Quel est le premier regard, justement, après cette décision du Conseil? L'étape que nous venons de connaître et que nous analysons aujourd'hui est l'étape qui nous permet de faire le constat selon lequel le processus électoral entamé depuis plusieurs mois est en cours. Cette étape est fondamentale dans le sens où le Conseil constitutionnel, institution chargée de contrôler l'élection du président de la République, entre en ligne en vue de déterminer et définir la liste définitive des personnes recouvrant les conditions d'éligibilité en vue de participer à la dite élection. C'est important de le souligner parce que la phase est déterminante. Ici et désormais, les Ivoiriens savent qui de ceux qui prétendaient pouvoir ou qui prétendent pouvoir présider à leur destinée réunissent pour de vrai et au regard des conditions d'éligibilité, lesquelles ressortent de la lecture associée de la Constitution et du Code électoral, sont aptes à pouvoir compétir. Nous sommes donc heureux de savoir que la Côte d'Ivoire et ses institutions, en tant qu'État, fonctionnent et le processus électoral est en cours. Il est bon de souligner que bon nombre de candidats retenus critiquaient et ont toujours des éléments de critique contre le processus électoral, sauf que dans une démarche républicaine et à modérer, elles y participent et elles sont aujourd'hui retenues comme candidats définitifs. Et on aura l'occasion de parler de ces candidats retenus, peut-être individuellement, mais aussi de ce qu'on peut considérer comme les candidats qui ne sont pas retenus, mais qui attirent aussi l'attention certainement des observateurs que vous êtes. Bledson Mathieu, un premier regard déjà sur cette décision. Oui, il y a effectivement ceux qui ne seront pas de la course, de grands noms quand même, le candidat du PDCI, Tidjane Thiam, ancien président Laurent Gbagbo. Il y a aussi des gens peut-être qui n'avaient pas cette carrure, mais qui étaient suffisamment de bonne renommée. Je pense particulièrement à Affi-N'Guessan, à Saleh Tiemoko. Donc on n'aura pas ces noms-là sur la liste. 6 semaines nous séparent de la date du jour du scrutin. Est-ce que ces noms vont encore revenir dans les commentaires, dans l'actualité? Ça, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que les formations politiques dont les candidats n'ont pas
eu l'aval du Conseil constitutionnel, vont essayer de se rapprocher de d'autres candidats qui ont été validés. Ça aussi, c'est une question que les jours qui suivent nous diront. Et justement, on aura l'occasion d'en parler puisqu'il y a l'après cette décision. Donc, on va rentrer dans une autre phase de ce processus électoral. Augustin Couillot, pour vous, cette décision, peut-être pas de surprise ou non? Non, moi, je ne suis pas surpris parce que on a quand même eu, depuis près d'un an, des polémiques, des discussions autour de ces questions électorales. Donc, 60 candidatures, 5 retenues, ça ne me surprend pas. Et même celles rejetées ne me surprennent pas parce que, concernant particulièrement Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, c'était déjà presque acté dans la mesure où on savait très bien que le pouvoir ne voulait pas voir ces gens être candidats et presque tout a été mis en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Et je ne vois pas vraiment ce que le Conseil constitutionnel aurait décidé d'autre si ce n'était pas de confirmer un peu tout ce qu'on voyait. Et voilà, donc 60 candidats, 5 retenus. Voilà, on entame la période, on va entamer la période de campagne électorale et puis on verra bien voilà, qui triomphera au bout du compte. Oui. Saint-Claver-Oula, votre regard? Oui, il faut noter que le processus électoral suit son cours depuis que l'action a été entamée par le Conseil, la CEI, la Commission électorale indépendante. Rien n'a perturbé ce processus-là, malgré les différentes manifestations, malgré les appels au dialogue de l'opposition à l'endroit du parti au pouvoir, malgré un certain nombre de points qui ont été soulevés par l'opposition concernant surtout deux poids lourds. Lesquels ces points? Tidjane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Les choses ont continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel se prononce. Donc je pense qu'il y a les grands candidats que j'ai cités tout à l'heure. On va suivre un peu dans les jours à venir parce que le président Laurent Gbagbo s'est déjà prononcé. Il s'est déjà prononcé. Il a dit qu'il n'accepterait pas que son nom soit enlevé de la liste électorale. Il s'est déjà prononcé. Il y a déjà le ministre Tidjane Thiam qui vient de se prononcer, qui a jugé que c'est un plébiscite organisé par le président en exercice, le président Alassane Ouattara, pour s'assurer un 4e mandat anticonstitutionnel. D'autres personnes aussi, comme Jean-Louis Billon, dont la candidature a été retenue, qui se sont prononcés. Je pense que les jours à venir, on saura davantage ce qui va se passer. Oui, alors c'est Augustin qui le disait, vous aurez la parole tout à l'heure. Est-ce qu'il faut y voir, Landry Couillot, une rigueur institutionnelle ou bien une sorte de restriction de l'espace démocratique? Ah, pas du tout. Vous savez, j'ai entendu tout à l'heure qu'on faisait allusion au fait que le Conseil constitutionnel serait une caisse de résonance du pouvoir exécutif dans le sens où tout était biaisé, organisé et que ces vaillants et valeureux magistrats qui ont été nommés pour leur mérite seraient bien sûr la continuité ou l'extension de la volonté d'un pouvoir qui est en place. Non, il faut pouvoir éviter de porter le discrédit sur nos institutions. Le Conseil constitutionnel, il juge, il examine les pièces constitutives des dossiers et ce sur pièce. Et c'est en fonction de ce qui ressort de ces dossiers-là qu'il se prononce. Les candidats ou les candidats à la candidature qui n'ont pas pu avoir gain de cause, c'est-à-dire être dans la liste définitive, avaient tout le temps de pouvoir saisir les juridictions qualifiées et habilitées. D'ailleurs, ils l'ont fait et à plusieurs reprises, les retours n'ont pas toujours été et n'ont pas certainement été en leur faveur. Donc, il faut être fair play et il faut surtout faire preuve de lucidité. On ne remplit pas les conditions
on prévoit pour la prochaine fois de pouvoir mieux se préparer en vue de compétir comme il le faut. En 2000, il y a eu une élection présidentielle. Des candidats ne remplissaient pas des conditions et puis les autres sont partis, elles ont compéti et elles ont pu gagner cette élection-là. Donc il faut pouvoir garder raison. À ce titre-là, j'estime pour ma part qu'il n'y a pas de restriction. C'est en fonction de votre capacité à pouvoir remplir les conditions d'éligibilité que vous êtes retenu. On ne fera plaisir à personne, c'est comme un concours, vous comprenez? Vous venez, il y a des critères, vous les remplissez, vous ne les remplissez pas. Et puis, il faut tirer conséquence de cela. Tous les autres n'ont pas démérité, mais il va falloir que pour la prochaine fois, l'on puisse travailler davantage. Et on se rend bien compte qu'en Côte d'Ivoire particulièrement, avec le principe le processus du parrainage, il y a le fait que l'on recherche à ce que vous puissiez travailler sur le terrain votre légitimité. Et donc ceux qui n'ont pas pu, puisque pour bon nombre d'entre les candidats dont les dossiers ont été rejetés, la question du parrainage est apparue comme étant un élément bloquant, il faut pouvoir se dire, c'est vrai que j'intéresse les Ivoiriens, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, par exemple, je suscite énormément d'intérêt et d'admiration, mais sur le terrain, parce que la politique c'est aussi le terrain, sur le terrain, il faut construire mon système, il me faut pouvoir avoir un véritable ancrage de sorte à pouvoir remplir cette condition qui est cruciale. Edson Mathieu. Oui, moi je ne vois pas du tout de main. C'est vrai que Q en a parlé tout à l'heure, la main du pouvoir. Non, on peut peut-être penser qu'on n'a pas eu de chance d'avoir vraiment un espace peut-être très ouvert, mais Mme Chantal Camara a été très explicite. Elle a cité, elle a motivé sa décision et nulle part elle n'a parlé d'une loi qui a été introduite tout récemment. Toutes les lois qui ont sanctionné les candidats recalés sont de vieilles lois. C'est pas... on a connu, c'est cette Côte d'Ivoire-là, des années où on regarde un candidat et on fabrique une nouvelle loi. On a connu cette période-là. Mais on arrive à un moment où peut-être on ne veut plus revenir à ça. Mais il y a des gens qui ne remplissent pas les conditions. On fait quoi? On met la loi de côté pour dire, bon, on va laisser passer tout le monde, ou bien on maintient la loi. Le Conseil constitutionnel a lu la loi. Vraiment, a lu la loi. Et même lorsqu'on l'a saisi pour autre chose, le Conseil est revenu sur les arguments de ceux qui l'ont saisi, en donnant clairement tous les arguments. Et puis, c'est dessaisi souvent, ou alors, en tout cas, pris une décision concernant ces divisions. Donc ça, je ne vois pas vraiment une main de pouvoir là-dedans, parce que le moyen que le pouvoir a, c'est de regarder Blaise Mathieu et on dit, bon, il a une grosse tête, on fait une loi pour ne pas qu'il soit candidat. Mais si je viens, moi, mettre candidat où il y a une loi qui date de 1961, et puis je dis, bon, c'est pas grave, je m'appelle Blaise Mathieu, ça fait passer, ça, c'est vraiment pas la faute au pouvoir qui est là. Voilà. Augustin Couillet, visiblement, qui n'est pas d'accord. Oui, bien sûr, je comprends, mais je voudrais rectifier. Je ne suis pas en train de jeter un discrédit sur les hauts magistrats du Conseil constitutionnel. Je suis journaliste et donc j'analyse tout ce que j'ai vu, surtout ce qu'on a vécu, ce que le pays a vécu depuis près d'un an et qui montre clairement que le pouvoir et ses partisans ne voulaient pas voir un certain nombre de personnes candidats. Enfin, quand je dis plus d'un an, ça va même au-delà. Parce que, par exemple, Laurent Gbagbo, on a pris une loi d'amnistie, je crois que c'était en 2018, et on l'exclut de la loi d'amnistie, une loi qui amnistie vraiment les actes posés dans une certaine période et dont il est extrait. Parce que je pense que des gens se disaient, bon, peut-être tôt ou tard, il sera ici, et voici. Donc, des gens qui sont très intelligents, qui ont bien préparé, je pense, leur affaire. Deuxièmement, aujourd'hui, on nous dit que Laurent Gbagbo et Afi N'Guessan n'ont pas pu remplir les conditions de parrainage. Mais c'est même très surprenant que des gens qui ont une machine, des machines, le FPI et le PPACI, représentent encore quelque chose dans ce pays. Et on nous dit qu'ils n'ont pas pu remplir les conditions de parrainage. Je dis c'est surprenant. Et comme je ne veux pas en dire plus, mais je dis c'est vraiment surprenant et ça montre que on voit bien la trajectoire des gens.
Thiam, Gbagbo dans le Front commun, ça vient de naître, mais quand même, aujourd'hui, Afi, qui était candidat, qui avait réuni les conditions de parrainage en 2000, aujourd'hui, il se rapproche de Laurent Gbagbo et on découvre qu'il ne peut pas remplir les conditions de parrainage. Je pense qu'en tant que journaliste, quand on fait le rapprochement, on est obligé de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces personnes ne remplissent pas les conditions de parrainage? Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que on parle de l'arrêt de Mme Chantal Camara. Mais l'arrêt, je pense que j'imagine que ce qui est lu, ce n'est qu'un résumé des arrêts. Donc on n'a pas le détail et on ne saura jamais ceux qui analysent les appareils de parrainage. Parce qu'on nous avait dit qu'avec les nouveaux appareils, il est impossible d'avoir des doubles parrainages. Parce que dès que tu as parrainé quelqu'un, la personne ne pourrait plus, tu ne pourrais plus parrainer quelqu'un d'autre. On se retrouve avec des doubles parrainages, comme, disons, en 2020. Donc, il faut qu'on s'interroge si les instruments qu'on met en place répondent vraiment à nos ambitions. Parce que j'ai fini par... Enfin, je peux en déduire que finalement, le parrainage, comme il avait été dit, c'est pour éliminer les candidatures farfelues. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les candidatures farfelues que ça élimine. Ça élimine des candidatures importantes. Vous voyez bien, sur l'échiquier politique, il y a, disons, des forces politiques qu'on connaît. Le RHDP qui est au pouvoir, le Front populaire ivoirien qui a déjà géré le pouvoir, le PPACI qui est une partie du Front populaire ivoirien et qui a donc avec à sa tête le président Laurent Gbagbo et le PDCI. Donc vous voyez qu'à ces élections, officiellement, ni le PDCI, ni le FPI, ni le PPACI ne seront représentés officiellement. À moins que ces gens choisissent d'accorder leur suffrage ou bien d'appeler à voter pour quelqu'un d'autre, on voit bien que c'est pratiquement plus de la moitié, ou bien enfin une certaine part de l'électorat qui est amputée. Et c'est pas joli. Landry veut réagir, mais il va réagir tout à l'heure. Mais juste après Saint-Claver, Oula, pour vous êtes d'accord avec Augustin que cela réduit un peu l'espace démocratique? Merci, Kolo. Avant d'arriver à ce qu'a dit mon aîné Kuyo, je voudrais revenir un peu sur les propos de l'autre Kuyo qui disait tout à l'heure qu'en 2000, il y a eu des personnes qui ont été éliminées ici et qui ont gardé raison jusqu'à ce que leur tour arrive. Mais non, cher frère Kuyo, en 2000, effectivement, il y a eu des personnes qui ont été éliminées, mais ces personnes-là n'ont pas gardé raison. On a connu ce qui est arrivé à la suite. En 2002, il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion et à la suite, on a vu ces personnes-là qui se sont alliées à la rébellion jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit contraint à prendre l'article 48 spécialement pour faire de ces personnes-là, si vous faites allusion à l'actuel président de la République, pour faire de lui, pour faire du président Henri Konan Bédié un certain nombre de personnes qui étaient parties prenantes à l'accord de Linas Makoussi, pour faire de ces personnes-là candidates. Donc, sur ce point-là, il faut vraiment être plus clair sur la comparaison que vous avez voulu prendre. Et puis, revenir à la décision qui a été prise par rapport aux 5 candidats. Vous voyez, je vois parmi les 5 candidatures, je vois Awadon Melo qui sort du PPACI, je vois Jean-Louis Billon qui, lui, dans un passé très très récent, qui était encore militant très actif du PDCI, je me dis, moi en ce qui me concerne, je me dis toujours, l'opposition fait partie de la course. Même si les gros morceaux, comme on a tendance à le dire, le président Laurent Gbagbo, le ministre Tidjane Thiam, ne sont pas sur la ligne de départ. Et en ce moment, c'est à l'opposition de s'asseoir et de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, si tant est que
l'opposition est d'accord que pendant les 15 ans de gouvernance du président Alassane Ouattara, il y a eu des couacs et il y a eu une mauvaise gouvernance, il y a eu un certain nombre de choses qu'on pourrait lui reprocher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'enlever du pouvoir de façon régulière? À défaut, comme je l'ai dit tantôt, on observe, on regarde comment ils vont s'y prendre. Est-ce qu'il y aura une remise en cause de ce processus après que le Conseil constitutionnel ait pris sa décision? André? Déjà, je suis très à l'aise parce que je suis en face de journalistes qui, pour eux, ont le fait qui est l'élément le plus précieux. En 2000, lorsque les candidatures d'Henri Konan Bédié et d'Alassane Ouattara n'ont pas été retenues, l'élection s'est tenue. Aucun de ces deux candidats-là n'a demandé à ses militants par tout moyen d'empêcher ces élections. Deuxième chose, 2 ans après, une rébellion éclate. Sauf si vous nous apportez ici la preuve que ces rébellions ont été le fait de ces deux personnes. Non. Je termine. Quand vous avez parlé... Je n'ai pas dit... Non. Vous avez parlé, je vous ai écouté religieusement. Allez-y, Landry. Vous avez dit ceci, qu'on ne peut pas faire la comparaison parce que 2 ans après, il y a eu une rébellion à laquelle ces personnes se sont associées. J'ai dit, moi je suis un homme de droit, vous êtes un journaliste, les faits. Et je dis que sauf si vous apportez la preuve que la rébellion de 2002 est le fait, soit parce qu'ils en sont les instigateurs, ou les auteurs, ou les co-auteurs, on ne peut pas en aucun moment les rallier ou les rattacher à cet élément-là. Donc, pour ces 2 éléments de démonstration, monsieur, que l'élection de 2000 s'est tenue sans qu'il y ait eu de perturbations venant de ces personnes-là, j'ai totalement raison. Sur le deuxième fait, qu'on ne peut pas leur imputer la rébellion parce qu'on n'a pas d'éléments factuels, j'ai encore raison. Et maintenant, je m'adresse à monsieur Cuyo Augustin. Jusqu'à présent, il n'y a que des procès d'intention. Jusqu'à présent, il n'y a rien de factuel. Jusqu'à présent, on ne fait que spéculer. Mais à la vérité, nous avons en face de candidats qui, en réalité, ont des dossiers qui ne remplissent pas les conditions. Monsieur Tidiane Thiam, dont la nationalité a été compromise à un moment donné de son histoire, au regard ou à la lumière d'une loi faite par son grand-oncle, ne peut pas reprocher au pouvoir qui est en place, quand je parle de l'État qui est en place, je parle du pouvoir judiciaire, de pouvoir apprécier la chose et lui dire, monsieur, vous ne pouvez pas être sur la liste électorale au moment où vous y êtes inscrit. Vous avez la qualité d'ivoirien parce que vous y avez renoncé à un moment donné. À la prochaine révision de la liste électorale, vous y reviendrez. Et puis vous pourrez bien sûr faire valoir vos droits à être candidat. Mais il n'est pas possible que nous laissons dire d'une manière ou d'une autre que des personnes ont été expressément éliminées du jeu politique alors qu'elles ne remplissent pas de manière manifeste les éléments factuels et objectifs leur permettant d'être candidats. C'est important de le souligner. Oui. Alors, messieurs, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de réactions et tout le monde veut réagir. On va sortir du plateau, on va regarder ce micro-trottoir et juste après, on se retrouve. Je crois que la liste que le Conseil constitutionnel vient de publier, je crois que ça, c'est la réalité. Je pense qu'ils ont dit le droit. Ça a été argumenté. Tout ce que les gens ont rejeté, ça a été argumenté et ils ont donné la raison. Sur 60 candidats, ils ont retenu 5 candidats. D'autres vont dire que le quota est un peu petit. D'autres aussi ne sont pas contents parce que les candidats n'ont pas été retenus. Bon, moi, ce que je peux dire à tout le monde, ceux qui n'ont pas été retenus, ils n'ont qu'à essayer de prendre ça avec beaucoup de fair play. Puis bon, ils n'ont qu'à penser à la nation. Faut pas, ils vont poser des actes qui vont causer du tort à la Côte d'Ivoire. Les candidats rejetés, c'était prévisible. On le sentait déjà. Voilà, tous ceux qui savent bien faire l'analyse des choses, on savait même qu'on aura droit à ce genre de résultats finaux. Au nom de la paix, on aurait souhaité que tous les candidats, de façon inclusive, on puisse permettre à un grand nombre de compétir dans l'objectif. En tout cas, c'est ce que moi j'aurais souhaité. Bon, si
n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle en a décidé autrement. Je crois qu'ils sont les mieux placés pour apprécier. Nous, on ne peut pas porter de jugement en dehors de leur appréciation. Alors, messieurs, on a entendu évidemment les avis qui sont aussi partagés dans le micro-trottoir. Bledson Mathieu, est-ce que les motifs avancés, notamment le parrainage, défaut de parrainage, défaut d'inscription sur la liste électorale, défaut de cautionnement, sont des éléments qui vous permettent justement d'expliquer cette décision du Conseil constitutionnel? Oui, absolument. Ce sont même des obstacles mis là pour éviter quand même que tout le monde ne se porte candidat. Je veux quand même rappeler que c'est l'État et donc le contribuable, c'est-à-dire c'est vous et nous qui organisons les élections. Si on permet, nous sommes de 30 millions à peu près, si on permet même à 1 million de personnes d'être candidats, il faut trouver les moyens de porter cette élection. C'est plusieurs centaines de milliards que nous n'en avons pas. On a quand même parce que aussi il y a des personnes qui estiment que ces conditions, notamment le parrainage, favorisent plutôt les grands. Mais absolument, puisque l'élection coûte cher, l'organisation de l'élection coûte cher. On a plus de 10 000 bureaux de vote. Pour chaque candidat, il faut trouver un espace pour ses assesseurs. Il faut faire des bulletins de vote. Et c'est encore l'État et donc la CEI, parce que nous, c'est l'État qui finance la CEI, c'est donc le contribuable, qui fait les affiches pour les différents candidats. Ça a un coût. Donc, on fait quoi? Ça coûte énormément cher. Donc, on dit, bon, on va essayer de trouver les mécanismes pour prendre les gens qui sont suffisamment sérieux dans leur méthode. C'est-à-dire quelqu'un qui dit, je veux être président de la Côte d'Ivoire, il veut présider les 322 000 km². Qui se débrouille au moins sur la moitié du pays, avoir des représentants, avoir des bases. C'est le principe des parrainages. Ça permet de ne pas que chacun... Puisque les conditions classiques, c'est être ivoirien. Pratiquement tout ce qu'on demande là, être ivoirien de paix. Même quand on dit de mère, tu as pratiquement 10 millions. C'est des conditions faciles à remplir à partir du moment où tu es né ici, que tu es d'ici. Maintenant, on fait comment pour financer cette élection? On n'a pas cet argent-là. On ne va pas prendre le budget sur 10 ans pour faire une élection. Oui. Donc, on met des critères là. Oui. Augustin Couillot. Bon, les questions de... Moi, je comprends bien que les critères ont été évoqués. Moi, je doute de certaines choses, c'est tout. Je n'ai pas remis en cause. J'ai dit, c'est vrai, les critères, le parrainage, tout ça, ça est dans le... C'est clair, c'est dans les textes, depuis 2020. Et puis d'autres encore, les parrainages, 50 millions, bon, ça c'est un peu évolué. Mais j'ai dit, personne n'a appelé, en tout cas à l'heure où on parle, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui a appelé ses partisans ou un leader qui a appelé ses partisans à empêcher par tous les moyens la tenue des élections. Je ne crois pas. En tout cas, je n'ai pas connaissance d'un tel appel. Je sais que les candidats non retenus ne sont pas d'accord avec cette décision. Et ça, c'est leur droit. Parce que le président Ouattara, en 2000, n'a pas empêché les élections d'octobre 2000. Mais il n'était pas content. Et les autres aussi ne sont pas contents de ne pas être sur la liste électorale. Mais je veux dire, c'est leur droit. Donc, on n'a pas... Mais la question de la rébellion... Bon, ce n'est pas vraiment le sujet. Je ne souhaite pas qu'on... Comme Landry m'a interpellé là-dessus... Non, je préfère qu'on avance, s'il vous plaît, voilà, parce qu'on a quand même pas mal de questions à évoquer, s'il vous plaît. C'est pour dire que nous sommes des journalistes. Et donc, nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Et que la vie de la nation... Moi, je suis journaliste depuis 35 ans. Donc, j'ai vécu toute cette période-là de tumulte de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai mon idée là-dessus. Oui, vous avez votre opinion, justement. Voilà, c'est cela que vous appelez sur ce plateau. On va passer rapidement à Saint-Claver, s'il vous plaît. Dire que Laurent Gbagbo, Afi N'Guessan n'ont pas été capables de réunir les parrainages qu'il faut, c'est surprenant. D'accord. Saint-Claver. Oui, merci, Ekolo. En fait, je voudrais un peu revenir très rapidement sur... certainement que je ne me suis pas fait comprendre. Je dis qu'en 2000, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des candidats qui ont été écartés. Mais après, cela a suscité ce que nous avons connu dans le pays. Et ça a suscité une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Et par la suite, des années après, on a vu
des partis politiques et groupements politiques qui se sont alliés à cette rébellion-là dont on connaissait la revendication. Et après, à la suite des différents accords à Makoussi et après l'accord de Pretoria, il a été demandé au président Laurent Gbagbo d'user de l'article 48, c'est-à-dire pour faire des personnes des candidats. C'est de ça que je parle. En ce moment, il n'y a pas eu de conseil constitutionnel qui s'est prononcé. Voilà. Donc, il faudrait que je me fasse comprendre. Je n'ai pas dit que quelqu'un a été instigateur de révolution. Je dis qu'il y a eu une alliance, il y a une alliance qui s'est formée et qui a contraint le président d'alors d'user de l'article 48. Voilà. Donc, je le dis, je préfère être clair là-dessus. Oui, on continue. Je préfère être clair là-dessus. Mais de toutes les façons, on n'est pas dans un jeu de ping-pong parce que le président Alassane Ouattara lui-même, lors d'un meeting au Nord, il a dit la longue voie que nous devons prendre, Guillaume Soro nous a permis d'y aller très rapidement. Bon, alors, messieurs, voilà. C'est pour ça. Je vais continuer. Voilà, je vais continuer. On va refermer aussi. Oui, on va le refermer pour dire que, comme mon aîné l'a dit tout à l'heure, le Conseil constitutionnel vient de se prononcer. Et j'ai précisé qu'il y a le ministre Tidjane Thiam qui s'est prononcé, il y a Jean-Louis Bion qui s'est prononcé, mais déjà le ministre Tidjane Thiam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est la décision qui a été prise de faire de l'actuel président lui permet de faire son 4e mandat, un mandat anticonstitutionnel. Mais il n'a pas appelé ses partisans à descendre dans les rues, à manifester, comme on le dit. Aucun candidat ne s'est prononcé pour le moment. Moi, je ne dirais pas la même chose, comme l'a dit mon aîné Augustin Couillot. Moi, ce que je dis, est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau de la machine du PPACI au point de ne pas pouvoir réunir les parrainages qui ont été exigés? Si c'est le cas, en ce moment, le PPACI doit s'apprendre à lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, c'est ce que je dis. Et je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, je dis que sur la liste déjà, il y a des candidats issus de l'opposition tels que Awa Dombelo, tels que Jean-Louis Bion. Mais au surplus, aux différents leaders des partis politiques de s'asseoir pour voir comment ils conduisent à leur niveau, comment ils font bloc pour pouvoir, s'ils le veulent, dégager le président Alassane Ouattara du pouvoir. Alors, Landry Couillot, on va avancer. Non, on va avancer, vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre. Est-ce que cette liste, selon vous, va apaiser ou accentuer les tensions au niveau politique? Comme ils l'ont dit, je ne suis pas retenu, je vais me fâcher. Mais la question est de savoir, quand je décide de me fâcher ou que je me laisse emporter par mes émotions, quelle est la réaction que j'aurai pour la suite? Est-ce que j'aurai la réaction élégante de Feu Henri Konan Bédié et d'Alassane Ouattara en 2000, ou alors j'aurai une réaction comme celle de 95, où je me dis je vais faire un boycott. En tout état de cause, c'est de leur responsabilité. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'on peut avoir de l'étonnement quant à au fait que le PPACI ou le FPI n'aient pas rempli leurs conditions. Mais, observons la dynamique. Le FPI de Pascal Affi-N'Guessan, qui a réuni les parrainages, était dans un mouvement de désobéissance civile qui emportait bien sûr la voix et le soutien de bon nombre d'Ivoiriens. Mais entre-temps, Pascal Affi-N'Guessan, après avoir dit non à la candidature d'Alassane Ouattara et l'avoir traité de tous les noms d'oiseaux et de tous les péchés d'Israël, en est devenu le mandataire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça a pu décourager bon nombre de ces personnes qui l'ont suivi à un moment donné? Puis la crise au sein de son parti. Donc, il faut observer cette dynamique-là aussi. Le monsieur a perdu en crédibilité. Lorsqu'il est allé faire un partenariat avec celui qu'il rejette et dont il disait que la candidature était illégale. Vous faites un partenariat avec un président illégal. Mais c'est normal que beaucoup de personnes le regardent avec beaucoup de méfiance. Prenons le cas du PPACI. Le PPACI, ce n'est pas le FPI, du grand FPI. Non. C'est un parti qui a perdu beaucoup. Qui a perdu beaucoup de cadres et des cadres, des militants, des sympathisants. Donc, ce n'est plus la même force. Donc, il faut observer cette dynamique-là. Et je vous renvoie à un communiqué officiel du PPACI en date du 12 août 2025, duquel il ressort les difficultés même de ce parti à pouvoir réunir des parrainages. Des régions ont été citées.
où l'on interpellait les responsables de faire tout leur possible afin de pouvoir réunir ces parrainages-là. Donc il y a des éléments qui montrent qu'au sein de ces partis-là, qui vivent sur leurs grands noms, leurs grandes histoires, la réalité du moment n'est pas celle que l'on vante là. Il y a une réalité actuelle. Sont-ils aussi forts? Sont-ils aussi bien implantés? Sont-ils en capacité d'agir comme il le faut? Il y a des choses qu'on ne veut pas voir alors qu'elles sont évidentes. Il faut les regarder droit dans les yeux. Le FPI d'Afin-Guessan n'est plus le même FPI en 2020. Le PPACI n'est pas le FPI des années 2000. C'est autre chose. Et il est important de regarder ça et de pouvoir apprécier que s'ils ne remplissent pas les conditions, il y a forcément des éléments objectifs qui peuvent expliquer cette situation. Est-ce que, Bledson Mathieu, vous êtes d'accord avec Sinclair Oula qui estime que d'une certaine façon, l'opposition participe à cette élection parce que des cadres de ces différents partis, PDCI et PPACI, qui sont sur la liste définitive? Oui, c'est vraiment, ces partis-là sont à la croisée du chemin. S'enfermer autour d'un homme, faire de l'homme l'objet même de la nation, c'est-à-dire non seulement c'est l'objet de leur formation, pour dire que c'est l'objet de la nation, lui ou rien. Ça va les affaiblir davantage. On a un tournant assez décisif de notre histoire. Nous sommes en 2025. Il faut y penser aux élections locales qui vont avoir lieu, les législatives qui suivront les communales. Il faut penser aussi à 2030. Si vous n'allez pas aux élections cette année, bon, c'est un peu difficile. Et il ne faut pas non plus... On a eu le cas du Sénégal, où le leader de l'opposition, à un moment donné, a dit « Bon, je laisse passer mon numéro 2, aujourd'hui, ils sont au pouvoir ». Et c'est lui qui contrôle le pouvoir. La Côte d'Ivoire, on a pas mal de postes, contrairement au Sénégal. On a le président, le vice-président, le premier ministre et des ministères assez costauds. Ils peuvent très bien s'entendre avec quelqu'un et puis bon, régler définitivement le problème du RHDP qui est au pouvoir parce qu'en dehors des élections, je ne vois pas d'autre méthode de dire on va chercher à conquérir le pouvoir. Vous allez rester là pendant 5 ans encore à vous morfondre sans aucun moyen. Ou alors, si vous appelez aussi les gens à descendre dans les rues, d'abord, ils ne vont pas descendre. Pour ceux qui sont aussi là, ils ne vont pas descendre dans les rues. Donc, c'est plutôt les enfants des gens, les vôtres, on ne le verra pas, que vous allez mettre en contact. On a vu ça en 2020 avec dans les affrontements. Bon, ça ne va pas quelque part. Ça va parce qu'il va y avoir peut-être 2 affrontements ou 3 affrontements dans 2 ou 3 endroits que le pouvoir va s'arrêter, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que, franchement, en dehors de l'acte légal du vote, ils ont des gens qui peuvent s'allier. On ne peut pas me dire à moi que, enfin, nous, que Awa Domele, par exemple, n'est pas PPACI, n'est pas Baboïs, n'est pas... Non, ça, on ne peut pas le dire. On ne peut pas dire que... Il n'est pas non plus le candidat officiel. Non, il n'est pas le candidat officiel. Maintenant indépendant. La pièce sur laquelle ils ont visé et qui, de toute vraisemblance, ne devrait pas, parce qu'il y a eu quand même des étapes, eux-mêmes ont lutté pour qu'on mette leur nom, les voies qu'ils ont empruntées n'étaient pas forcément la meilleure. Pour parler d'amnistie, tout à l'heure, puisque qui en a parlé, je me souviens qu'il y a un conseil de ministres, le porte-parole du gouvernement, qui est un élu lui-même, il est député, il a dit les députés PPACI peuvent prendre l'initiative d'une loi d'amnistie. Maintenant, le RHDP qui est majoritaire vous dira, si vous voulez accuser le pouvoir, prenez cette voie. Si le RHDP qui est majoritaire à l'Assemblée ne vote pas, alors on peut dire que le RHDP ne veut pas. Quand il a dit, ils ne l'ont pas fait. Et pour revenir à Makoussis, c'est moins la rébellion que les négociations. L'article 48 a été pris sur insistance de Thabo Mbeki. Oui, bien sûr. Ça veut aussi dire que pendant toute cette période-là, ils auraient dû aller solliciter peut-être un autre chef d'État. Mais ils sont restés dans une logique de c'est nous, vous le faites, si vous ne le faites pas, vous allez voir. On dit non, allez à l'Assemblée nationale, puis nous, on dit pas question. Allez faire ceci, non, nous on a des ceci, on a des relations, on connaît ici, va l'ONU, va aller voir des gens, des anciens présidents européens. Ça vous dit que c'est pas la même chose que maintenant. D'accord, non, messieurs, rapidement s'il vous plaît. C'est que c'est la première élection TikTok, un peu la première élection aux réseaux sociaux. Et il y a des formations qui sont sur les réseaux sociaux. Le résultat que Madame la Présidente du Conseil constitutionnel a donné là, ça montre l'affaire des réseaux sociaux. Ils ne vont pas sur le terrain. La personnalité est bien connue. Mais tout le monde est sur les réseaux sociaux. Regarde le fonctionnement du PPACI. Tu la vois où? Conférence de presse. Conférence de presse. Peut-être une personnalité, quelle que soit la personnalité du PPACI, quand tu la vois, elle est sur le TikTok. Vous allez voir ça. Vous allez où avec ça? Alors, messieurs, non, je souhaite... Lorsqu'on vous demande de collecter des voix, vous ne pouvez pas, parce que vous ne descendez pas sur le terrain. Oui, messieurs, il y a le PPACI, Bledson Mathieu, merci. Il y a le PPACI, il y a le PDCI, il y a les présidents Tidiane Thiam, Babo Laurent, mais il y a aussi 2 dames dont on n'a pas encore parlé. Oui. Henriette Lagou et Simone Gbagbo, un commentaire quand même là-dessus. Oui. C'est vrai que ça ne fait pas la parité, 3 hommes, 2 dames. 2 dames, c'est presque la moitié, donc...
c'est intéressant d'avoir des dames sur la liste électorale. Simone Gbagbo, donc je reviens un peu à la question de l'opposition. Simone Gbagbo, elle est de l'opposition, elle a son parti, donc c'est un parti de l'opposition. On ne peut pas dire que ce n'est pas un parti de l'opposition. Don Melo est de l'opposition, même s'il n'est pas le leader du parti. Il est indépendant, certes, mais il est de l'opposition. Jean-Louis Billon, il n'est pas leader du parti, il est de l'opposition. Donc, je pense qu'il y a l'opposition. Mais je veux dire, ce n'est pas les choix des opposants, des partis, des appareils, en dehors de Simone Gbagbo. Le choix des appareils les plus importants, c'est Laurent Gbagbo pour le PPACI et Tidjane Thiam pour le PDCI et Afi Nguessan pour le FPI. Donc, la question n'est pas seulement de savoir si l'opposition est engagée. Est-ce que les personnalités les plus influentes, les plus importantes de l'opposition sont engagées dans le processus? C'est un peu comme dans un match de football. On dit, pour ne pas citer la grande équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, on dit il y a un match contre la SEC, et puis on dit, bon, écoutez, l'Africa peut jouer, bon, mais on prend les enfants de l'Africa ou bien les choses, des gens qui ne se sont même pas entraînés pour jouer contre la SEC. Donc, vous voyez que c'est un peu compliqué pour l'opposition. Maintenant, comme on le dit, tout dépend de la vision des gens. Tout dépend de leur entente possible. Est-ce que c'est possible que les opposants qui n'ont pas été retenus disent « Bon, mettons-nous derrière tel opposant pour y aller ». Est-ce que vous pensez que ce sera possible, ça? Que les partis soutiennent justement ces candidats? Moi, quand je vois le déroulé, le processus qui a conduit à l'adoption de la liste, je dis que ça serait un peu difficile d'aboutir à ça. Ça serait un peu difficile dans la mesure où, on connaît les difficultés au sein de certains appareils et on connaît comment certains se sont portés candidats, notamment à Don Melo par rapport à la candidature de Laurent Gbagbo, notamment la question de Jean-Louis Billon par rapport à Tidjane Thiam. Est-ce que les gens sont capables aujourd'hui de dire au PDCI, dire, bon, écoute, Jean-Louis Billon, on demande aux militants du PDCI d'aller voter Jean-Louis Billon. Ou bien on demande aux militants du PPACI d'aller voter Simone Gbagbo ou Awa Don Melo. Ça peut arriver dans la politique. On va continuer. Parce que rien d'impossible. Oui. On va continuer de regarder justement. Pour l'instant, quand je fais mes propres analyses... Ce n'est pas possible selon vous. Non, je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est un peu difficile à imaginer. Saint-Claver, on va rester quand même sur ces deux dames. Oui. Elles ont selon vous le carte à jouer dans cette élection? Pourquoi pas? Nous sommes en politique, Kolo. Ces deux visages bien connus, particulièrement le visage de Mme Simone Yves Gbagbo, elle a été députée, elle a été élue dans une circonscription électorale, elle a été députée à l'Assemblée nationale. C'est un visage bien connu, elle a joué un rôle très important aux côtés de son époux depuis, la période de multipartisme jusqu'à la cession au pouvoir en 2000. Et ça, il ne faut pas l'ignorer, elle a pris tous les coups. Elle est restée très stoïque et elle a joué un rôle très important aux côtés de son époux, le président Laurent Gbagbo. On aurait dit même qu'elle a décidé de se mettre en second plan pour permettre à son époux de jouer les premiers rôles. Donc, c'est un visage bien connu du paysage politique ivoirien. Donc, il faut compter avec Simone. Et il faut compter aussi avec Henriette Lagou, pourquoi pas. Mais moi, ce que je vais dire, on est en politique. Tout est possible. Vous voyez, si l'opposition... aujourd'hui s'assoit, discute véritablement avec les candidats qui ont été retenus. C'est vrai, il y a Awa Don Melo qu'il ne faut pas négliger parce qu'il n'a pas cette popularité que le président Laurent Gbagbo a, il n'a pas cette popularité que le ministre Tidjane Thiam commence à avoir avec le PDCI. Mais attendez, au Sénégal, comment il s'appelle, Diomaye Faye avait cette popularité, mais comment dirais-je, c'est Sanko avec cette popularité, et à l'arrivée, c'est Diomaye Faye qui a été élu. Donc, si chacun décide
de se défaire de son ego, de cette sorte de haine, de ce mépris, et que les gens jouent quatre sur table, et qu'ils décident de soutenir un candidat, ça peut fonctionner. Il suffit de déployer toute la batterie, toute la machine dans les bureaux de vote, dans les scrutins, le jour de mener une campagne. Et si Laurent Gbagbo se lève aujourd'hui, il dit les militants et sympathisants du PPACI, les Ivoiriens qui ont foi en moi, mon candidat, c'est telle personnalité, ou telle autre personnalité. Mais les gens vont suivre. Si Tidjane Thiam en fait pareil avec le PDCI qui mobilise tout son état-major, qu'il dit mon candidat c'est telle ou telle autre personne, et que toutes ces forces-là se mettent ensemble, ben, ça peut fonctionner, pourquoi pas. Merci. Landry Couillot, d'abord un mot, hein, justement, parce que deux dames quand même, il faut en parler. Est-ce qu'elles peuvent bénéficier justement, pourquoi pas, du soutien de la gente féminine et plus largement de l'opposition? 60 personnes ont prétendu compétir à l'élection présidentielle. Sur 60, on a retenu 5. Et sur les 5, il y en a 2. Pour arriver là, c'est déjà une victoire. Ceux dont on présentait comme étant des mastodontes n'ont pas pu atteindre ce niveau-là. En politique, tout est possible. Et quand je le dis, je pense à Simone Gbagbo. Il y a 5 ans, il y a 10 ans en arrière, d'elle, on disait que c'était fini. Elle n'avait plus sa place sur l'échiquier politique. Mais elle, à la différence des autres, elle fait de la politique. Elle, à la différence des autres, elle prouve qu'un homme politique n'est jamais fini tant qu'il a la capacité de résilience. Absolument. Elle prouve qu'en politique, il faut savoir s'adapter au contexte, savoir se réinventer, se renouveler. Cette dame-là n'a pas manqué de mettre en place un groupement politique, n'est-ce pas? La CAP Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'elle a mis la CAP Côte d'Ivoire là comme ça de manière fortuite? On se moquait d'elle, on se riait d'elle. On disait qu'elle était une femme politique vide, revancharde. Mais aujourd'hui, les faits portent pour elle et témoignent en sa faveur. Elle est candidate pendant que les autres ne le sont pas. Parce qu'elle a décidé, certes, de pouvoir relever les insuffisances, à son avis, les dysfonctionnements du processus politique et électoral, sans jamais quitter la voie républicaine. Elle y est restée. Elle va continuer de dénoncer, faire des propositions en vue de l'amélioration. Mais elle sait que la transformation qu'elle souhaite autant nécessite qu'elle puisse se servir du système qui est actuel, gagner les élections en vue de pouvoir les transformer. Et même si elle n'y arrivait pas, c'est déjà une victoire pour elle. Parce que politiquement parlant, parce que humainement parlant, elle est réhabilitée. Elle compte parmi les hommes politiques forts de ce moment et on parlera d'elle dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comme celle qui, après avoir été déchue avec résilience, intelligence et lucidité, a pu se réinventer et solliciter le parrainage des Ivoiriens pour être candidate. Et ça, c'est important de le souligner. D'accord. Alors, messieurs, on va regarder, parce que là, finalement, ça nous permet justement de parler de la suite du processus électoral. Et on a juste cet élément d'un sociologue qu'on va regarder. On fera un tour de table pour terminer. Le droit est un fait social normatif qui a pour but de réguler tous nos comportements en société. Mais mieux, le droit contribue à l'apaisement, contribue au renforcement de la cohésion sociale et contribue à la paix dans un pays. Nous sommes dans une période de reprise des cours, justement, c'est le premier jour de la rentrée, et donc il faut vaquer à ses occupations et surtout emboucher justement la tempête de la cohésion et de la paix. Ces populations, justement, doivent éviter de tomber dans la désinformation, éviter de se faire peur et créer un climat de psychose. Il faut déconstruire tout ce qui est fake news et faire en sorte que le jeu électoral puisse permettre aux partis politiques retenus ou les candidats retenus de faire campagne selon la période qui a été indiquée par les différents décrets signés. Et donc nous pensons que les partis politiques qui ont été retenus, les candidats qui ont été retenus, doivent faire campagne en respectant
la dignité humaine, en respectant également les positions des uns et des autres. Ce sont des adversaires politiques et non des ennemis. Et donc, nous pouvons, à ce stade, recommander beaucoup de pondération dans les prises de position. Alors, Blaison Mathieu, vous prenez votre tour de parole et justement, vous nous dites vos mots sur la suite de ce processus pour que l'élection se tienne dans la sérénité. Oui, il nous reste 6 semaines pour aller au vote. Et pendant les 6 semaines, beaucoup de choses peuvent se passer. Je voulais quand même attirer l'attention un peu des uns et des autres. Les réseaux sociaux vont nous empoisonner l'air. Mais il faut que les gens ne soient pas paniqués par les annonces qu'ils vont voir sur les réseaux. Ça n'existe pas. C'est vraiment des gens... Quand quelqu'un passe par les réseaux sociaux, ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Ça, c'est la première information qu'il vous donne. Donc, s'ils annoncent de ceci, d'annonce de cela, il ne faudrait pas que les gens paniquent. Il n'y aura rien. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qui va faire la différence? Les 5 candidats, ce qui va faire la différence entre eux, c'est celui qui va être sur le terrain au détriment des réseaux sociaux. Ceux qui vont se rester, parce que le résultat de l'élection, là, ce que la Cour constitutionnelle a donné comme aujourd'hui, tous ceux qui étaient sur les réseaux sociaux ont été largués. Il y a quand même un électorat sur les réseaux sociaux, Blaison. Non, je ne dis pas. Il n'y a pas de bureau de vote. Il ne faut pas négliger le rôle. Non, il n'y a pas de bureau de vote. C'est pour ça que j'ai dit cette année-là, il faut qu'on observe tous bien le résultat du nombre de vues sur les réseaux sociaux et puis le résultat dans les urnes. D'accord. Voilà. Augustin? La suite sera déterminée par beaucoup de choses. C'est d'abord, les élections sont prévues pour le 25 octobre, donc tout naturellement, c'est ceux qui sont candidats qui vont se déployer sur le terrain. Ils vont se déployer et faire campagne en proposant, leur projet, enfin, ce qu'ils veulent faire pour la Côte d'Ivoire. Et c'est important qu'ils le fassent. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans ce processus, ce processus laisse sur le bord de la route beaucoup de frustrés. D'accord. Un grand nombre de frustrés. Il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est bon. Saint-Claver, rapidement. Est-ce qu'il faut envisager autre chose que le déroulement normal du processus électoral jusqu'à la tenue du scrutin le 25 octobre? Moi, je ne vois vraiment pas quelque chose d'autre qui puisse véritablement venir perturber le processus électoral. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé, des candidatures ont été retenues. Ce sont ces candidats-là qui seront visibles sur le terrain. Le président Alassane Ouattara a dit qu'il garantit une élection paisible sans vraiment aux Ivoiriens. Et là, on attend qu'effectivement, ils garantissent la sécurité de toutes les zones et ils garantissent la tenue de ce scrutin et que des personnes puissent mener campagne comme ils le veulent. Landry, vos mots pour cette élection qui se veut apaisée? Moi, je me réjouis de ce que cette élection est réellement démocratique parce que les sensibilités majeures, la droite et la gauche, sont représentées et pas par n'importe qui. C'est important. 2 offres vont se proposer aux Ivoiriens. Et c'est à eux d'apprécier et de voir dans la dynamique que va avoir la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années, s'ils sont toujours pour la dynamique de centre-droit portée par le président Ouattara dans une économie libérale, ou alors séduits par une offre politique de gauche, une gauche fondamentaliste, qui va pouvoir leur présenter autre chose. C'est important de le souligner. L'enjeu à ce niveau-là, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, et il va falloir que les Ivoiriens puissent plus porter leur regard sur les 5 là, parce que ce sont eux qui sont en lumière désormais. Merci Landry Couillot, analyste politique juriste. Merci à Blaison Mathieu, journaliste, et 2 autres confrères, Augustin Couillot. Merci Saint-Claver Oula. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission spéciale de décryptage de l'annonce des candidats pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI.